Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc je me présente, je suis Sylvain Gallerand. Je travaille à Clarinet Lille, donc la branche Critical Data. Donc aujourd'hui, on va vous parler de clustering Docker. Donc on va commencer avec une présentation rapide. Ensuite, on parlera des enjeux du clustering. Et ensuite, on fera un tour d'horizon de l'écosystème Docker. Pour aborder le sujet, je vous propose de parler un petit peu d'applications. Vous connaissez tous les applications dites monolithiques. Donc là, on va avoir une application qui affiche une page web, qui affiche un message « Hello World » et « Welcome World ». Donc on va avoir des équipes de développement qui vont travailler sur cette application. Maintenant, il y a un nouveau courant dans les applications, c'est les applications microservices. Pourquoi on tend vers ça? Pour fluidifier les mises en production, on va venir maintenant plutôt séparer notre Hello World et notre Welcome World en deux applications. Et ainsi, on va pouvoir créer deux équipes de développement. On a une équipe de développement qui va gérer l'application Hello World, une autre qui va gérer l'application Welcome World. Et ces équipes vont pouvoir avoir des cycles de vie différents, des cycles de vie de mise en production différentes. Donc ce nouveau type d'application va poser des problèmes pour les administrateurs système que nous sommes, puisqu'il va falloir faire cohabiter des applications avec des cycles de vie différents et potentiellement des particularités. Donc là, je vais reprendre mon exemple. On a notre application Welcome World qui est développée en Python 2 et mon application Hello World qui est développée en Python 3 par une autre équipe. Et on veut faire fonctionner ça sur une même machine. Le problème qui va se poser rapidement, c'est comment faire fonctionner sur un même environnement une application en Python 2 et une application en Python 3. Donc, tout de suite, on pense à séparer les librairies. On voudrait du coup avoir les librairies de l'application A et les librairies de l'application C d'un côté. Pour ça, il y a plusieurs solutions. La première que vous connaissez peut-être qui est VirtualEnv, qui permet d'avoir plusieurs environnements d'un même framework dans des différentes versions. Donc ça, c'est un bon début. On va pouvoir faire tourner nos deux applications Python sur une même machine. Par contre, il y aura quand même en commun sur cette machine des librairies sous-jacentes, par exemple, je ne sais pas, la librairie SSL ou autre, qui va peut-être être, elle, en dépendance avec la version de Python, et du coup, VirtualEnv ne va pas tout résoudre. Ensuite, on peut imaginer d'avoir une machine virtuelle par microservice. Je vous laisse imaginer qu'en termes de coût, ce n'est pas la bonne solution non plus. Ensuite, on peut utiliser chroot. Pour revenir rapidement chroot, le principe est assez simple. On va confiner sur une même machine dans deux environnements complets en recopiant les librairies complètes d'un environnement Linux pour avoir deux environnements confinés. Donc ça peut être aussi une solution, mais c'est très coûteux en temps et c'est pas très maintenable. Donc du coup, il faut trouver une solution à ça, et c'est là que Docker est une solution intéressante. Donc Docker, finalement, c'est quoi? C'est un chroot amélioré qui se base sur LXC. LXC qui est un module noyau permettant de gérer des conteneurs, et ces groupes qui va nous permettre de gérer les ressources système, donc du CPU et de la RAM. Docker, c'est aussi un outil pour construire ces fameux conteneurs, donc ces fameux chroot améliorés, un écosystème pour la mise en réseau et en cluster, une gestion des volumes et surtout une API. Donc là, on va commencer à parler un petit peu Docker, juste du coup pour illustrer donc, cette application Python qui est en microservice, cette fameuse application Hello World. Donc dans le monde de Docker, on va la construire. Donc c'est faire une image. Donc là rapidement, ce qui est affiché à l'écran, c'est un Dockerfile. Donc finalement c'est la recette de mon application Python. Quelques mots-clés importants, on y reviendra après. Donc cette application Python, on veut que ça soit basé sur la dernière version d'Ubuntu. Et cette application Python a besoin d'avoir le Python installé, d'avoir le framework Flask d'installer,
Donc toutes ces commandes vont permettre de construire l'image Docker que nous souhaitons. Donc ici, vous pouvez voir quelque chose de très important dans les images de Docker, c'est le système de couches. Donc en fait, l'application qu'on a construite à partir du Dockerfile va créer des couches sur le système de fichiers Docker. Donc en fait, on va retrouver chaque commande que l'on a tapée pour construire notre application sous forme de couches. Et vous pouvez voir également au-dessus qu'on a dit qu'on se basait sur Ubuntu. Ubuntu a lui-même des couches, puisque Ubuntu a eu besoin aussi d'être construit par les équipes d'Ubuntu. Et donc on retrouve également les couches fournies par Ubuntu. Voilà. Donc là, on a nos différentes couches. Donc c'est voilà, la couche pour Flask, la couche pour Python. Et du coup, par contre, cette application, elle va vivre. Elle va écrire des logs à l'intérieur de ce conteneur. Ces applications volatiles sont du coup les applications qui apparaissent en haut, les random. Ces applications, ces données ne sont pas persistantes. Elles ne seront pas persistées dans le conteneur. C'est pour ça que du coup Docker intègre quelque chose de très important qui est du coup la gestion des volumes, donc la gestion des données persistantes. Donc là, il y a deux solutions pour intégrer ces données persistantes. La première, ça va être d'utiliser la commande docker volume create qui va permettre du coup de créer sur l'OS qui héberge le démon Docker, de créer un volume dans varlib Docker qu'on va pouvoir monter du coup dans notre conteneur Hello World. Ou alors, solution que nous on préfère, c'est d'utiliser directement un dossier du système de fichiers comme point de montage. Une chose très importante aussi, on a parlé des images. Les images, il faut les stocker. Là aussi, Docker nous apporte un outil. Donc c'est le registry. Pour ceux qui ont déjà fait du Docker, c'est Docker Hub. En fait, c'est du coup le catalogue des images. Donc le registry, ce que ça va nous apporter, c'est du coup le storage pour venir stocker ces images. Ça va nous apporter un petit peu de sécurité avec des access control et aussi une API pour permettre à Docker de communiquer avec ce système, un peu comme on communique avec un Git, c'est-à-dire qu'on va venir pouler des images, pusher des images. Donc voilà à quoi ça sert le registry. Et chose importante aussi, un registry, vous connaissez tous le registry public Docker Hub, mais on peut bien évidemment avoir aussi des registries privés, donc des private registry. Donc rapidement, on va passer dans le vif du sujet, donc les enjeux du clustering dans Docker. Pourquoi faire du clustering avec Docker? Bien évidemment, pour répondre aux besoins de haute disponibilité, pour répondre aux besoins de montée en charge, par exemple d'une application web avec de l'autoscaling, réduire les coûts d'infrastructure. Une machine, une fonction, on a vu que c'était pas possible, surtout pour des microservices. Faire une abstraction de la couche système. On est focusé sur l'application de nos jours. La couche système ne nous intéresse plus. Et à terme, transformer le data center en cluster de ressources, juste du CPU, de la RAM, et ce qui est en dessous ne doit pas nous intéresser. Donc là, on avait notre application, enfin même nos applications, Welcome World et Hello World, qui sont maintenant conteneurisées dans un autre Docker. Donc le but, ça va être du coup maintenant de le clusteriser, donc de dupliquer cette application dans plusieurs hôtes. Ça, forcément, ça va engendrer des problèmes que va nous expliquer Valentin tout de suite. D'abord, bonjour à tous. Donc, je suis Valentin Pocher de l'équipe de Sylvain de Claranet Lille. Et donc ce soir, j'aimerais vous présenter les problèmes qu'on a eu à résoudre en fait sur la mise en place d'un cluster swarm, notamment donc en production sur les clients qu'on peut avoir à Claranet. Donc ce soir, j'aimerais bien qu'on aborde donc, comment partager les données entre les conteneurs. Donc on a vu qu'il y avait des systèmes de volume, de dossiers montés. Donc on va voir les solutions qui sont envisageables dans un environnement de production réel. Comment faire discuter les conteneurs entre eux, donc sachant qu'on va voir les problématiques réseau sont des grosses problématiques qu'on peut avoir sur des clusters de production Docker. Et enfin, comment orchestrer le déploiement des conteneurs sur le cluster pour qu'ils puissent se répartir, l'adaptation à la charge. Et donc ça rejoint le comment distribuer la charge sur le cluster. Donc en premier lieu, il y a la problématique du réseau. Donc par défaut, les daemons Docker, les conteneurs peuvent communiquer qu'entre eux sur un node Docker donné. Donc dans l'hypothèse d'un cluster Docker, il va falloir mettre en place
en fait un réseau, un tunnel entre ces conteneurs pour qu'ils puissent communiquer entre eux facilement. Et donc ce mécanisme est mis en place dans Docker et intégré dans Docker et s'appelle en fait l'overlay network. Et l'overlay network, c'est la solution pour faire en sorte que les conteneurs entre différents hôtes puissent communiquer entre eux. Seulement pour faire ça, il va falloir en fait que les daemons Docker synchronisent leur configuration réseau. Et donc, pour faire ça, c'est une notion importante en fait dans l'univers de la conteneurisation en général, c'est l'utilisation d'un service registry. Donc le service registry en question que nous utilisons nous à Claranet, c'est Consul. Alors en fait Consul, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement c'est un serveur qui est composé d'une base de données clé-valeur et qui va fournir en fait des interfaces REST, une interface REST et une interface DNS. Et en fait, sur ces serveurs-là, on va avoir des services qui vont venir s'annoncer. Donc par exemple, vous avez une application Java qui au démarrage va venir s'annoncer sur le service Discovery et qui va enregistrer son IP avec son nom. Et ensuite, les autres services pourront communiquer, pourront découvrir le nom, l'IP pour accéder à ce service via l'interface DNS de Consul. Donc Consul se déploie en mode cluster et l'intégralité des serveurs, enfin les données du serveur sont répliquées. Dans le fonctionnement en fait de Docker, ce qui va se passer, c'est que quand un nœud Docker va démarrer, il va être configuré pour communiquer avec le serveur Consul et récupérer la configuration réseau qui va lui permettre d'établir sa connexion overlay avec les autres nœuds du cluster Docker en fait. Donc, ce qui illustre en fait ce schéma où les nœuds Docker vont aller interroger directement l'API REST pour récupérer des données de configuration et se synchroniser entre eux. Alors maintenant qu'on a vu la problématique du networking sur les conteneurs, on va voir comment distribuer la charge, c'est-à-dire comment lancer en fait, dire au cluster je veux lancer un conteneur et je veux qu'il se démarre là où il y a de la place par exemple. Donc en fait pour faire ce mécanisme de répartition automatique, on va utiliser en fait la solution native proposée par Docker qui est en fait Swarm. Donc en fait Swarm ça fonctionne avec, donc il y a deux composants principaux qui sont les agents et le master. Le but de l'agent, c'est d'annoncer l'hôte Docker auprès encore du service registry de Consul. Donc on va démarrer un Swarm agent sur chacun des nœuds Docker qui va annoncer sur Consul Server, voilà, moi je suis un nœud Docker et j'ai telle adresse. Ensuite, on va déployer en fait un Swarm master. Donc le Swarm master, lui, va aller interroger Consul pour récupérer la liste des nœuds Docker qui se sont enregistrés dessus. Pour ensuite, directement, pouvoir prendre la main sur les API de Docker. Et par la suite, en fait, le Swarm Master va devenir l'intermédiaire unique pour venir lancer des conteneurs sur le cluster Docker. On ne va plus aller interroger les nœuds individuellement, mais on va interroger directement le conteneur Swarm. Et en fait, les API Docker sont totalement similaires entre le nœud Docker et Swarm. Il y a juste quelques petites différences. Donc là, par exemple, comme on le constate, donc sur un nœud Docker classique, par exemple, un Docker info retourne les caractéristiques du nœud en question. Sur un Docker Swarm, donc comme là on peut le voir, pour communiquer avec le Swarm Master, on a introduit l'argument -h qui permet justement de spécifier le nœud master, le nœud Swarm Master sur lequel on veut communiquer. Et là, lui, il va retourner en fait l'état de tous les nœuds du cluster. Donc, une des autres problématiques qu'on a sur les environnements classiques de production, c'est assurer la haute disponibilité des conteneurs et des services. Et donc, comme on verra par la suite, nous, je vais vous présenter une solution à base de Keep Alive. On va également vous présenter une solution sur la réplication des données pour assurer justement la persistance des données au cours de la vie de l'application. Et enfin, comment certaines fonctionnalités de Swarm permettent d'assurer la continuité de service, un peu à la manière des solutions précédentes, mais dans une solution totalement intégrée Docker. Alors, la HA avec Swarm en fait, peut être implémentée de façon assez simple au premier abord. Donc, dans le cas par exemple d'un serveur Nginx qui devrait être servi sur 2 nœuds Docker, nous par exemple à Renizo, à Claranet, on a choisi de centraliser les configurations sur un cluster FS qui est partagé entre tous les nœuds du cluster. Et par exemple, si on voulait répartir la charge de façon triviale sur ces nœuds, on pourrait utiliser un DNS qui pointe en fait sur les 2 IP de nos nœuds Docker. Le problème de ça, c'est que si jamais on perd une des connectivités à l'un des nœuds,
une fois sur deux, on va avoir la charge, on va avoir des erreurs de connexion sur l'application. Donc nous, pour nos clients, en fait, ce qu'on met en place, c'est tout simplement de l'IPVS avec KeepAlive pour faire du load balancing et en fait avoir une interface qui est hautement disponible sur le cluster et en fait, qui va servir à être inscrite ensuite dans les DNS du client. Donc en fait, dans Docker, la seule variante par rapport à une architecture traditionnelle, c'est que le KeepAlive va être conteneurisé dans Docker et qu'il y en aura un par nœud Docker. Et cette solution fonctionne très bien. Reste la dernière problématique. On a traité la problématique de la haute disponibilité de l'accès, mais imaginons qu'un des conteneurs ne fonctionne plus. La problématique, on revient à notre problématique initiale, qu'on a une requête sur deux qui n'aboutit pas. Et donc, comment assurer la disponibilité du service? Donc, on va pouvoir réutiliser à nouveau un service registry pour traiter cette problématique, utiliser notamment le DNS dynamique du service registry, redonder les conteneurs, donc c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a essayé de faire avec Nginx, et utiliser en fait une fonctionnalité particulière de Swarm qui permet de redémarrer, comme on le verra, les conteneurs sur d'autres nœuds en cas d'échec d'un des nœuds du cluster. Mais d'abord, comment fonctionne en fait comment on assure la haute disponibilité avec un service registry? L'idée c'est que ici par exemple on a deux conteneurs web app qui vont démarrer et qui vont s'enregistrer au démarrage sur le consul. Quand ils vont s'inscrire sur le consul, l'interface DNS va permettre d'accéder à un DNS web app qui pointera en fait sur les deux IP des conteneurs. Le Nginx va être configuré pour rediriger les requêtes vers webapp.service.consul, qui est en fait le nom de domaine qui est résolvable à travers l'interface DNS de consul. Le Nginx va rediriger les utilisateurs en fait alternativement en fait, vers Web 1, Web 2. Et régulièrement, on va avoir des health checks qui vont vérifier en fait l'état des applicatifs. Donc ces health checks en fait qui sont définis au moment de l'enregistrement du conteneur. Le conteneur définit le health check que Consul va devoir effectuer sur lui. Alors imaginons maintenant qu'on ait une défaillance sur un des Nginx. Donc ce qui se passe, c'est que le Consul serveur détecte la défaillance. Il supprime l'entrée DNS qu'il a mis à disposition de Nginx. Et donc de ce fait-là, Nginx va rediriger les requêtes non plus sur les deux serveurs, mais sur celui qui reste. On a enfin la deuxième fonctionnalité intéressante de Swarm. On peut lancer, grâce à Swarm, des conteneurs avec le restart on failure, en spécifiant le nombre de fois où on veut qu'il y ait une détection. Et en fait, si jamais on perd un nœud dans un cluster Swarm, le conteneur va être basculé automatiquement, va être redémarré automatiquement sur un des nœuds qui est encore en vie, sur le cluster. Donc ça, c'est une fonctionnalité de Swarm qui peut être couplée aux autres solutions qu'on a abordées pour justement garantir la haute disponibilité. Donc maintenant qu'on a abordé les enjeux du clustering, qu'on a fait un peu le tour sur les solutions qui gravitaient autour de ça, je vous propose de découvrir un peu l'écosystème de Docker et donc tout un tas d'outils qu'on utilise. Donc il y a notamment les déploiements automatisés. Aujourd'hui, Docker propose en fait ce qu'on appelle Docker Compose. Donc pour déployer des architectures de conteneurs assez complexes, en fait, plutôt que d'aller écrire de la ligne de commande dans un shell, on va décrire ces conteneurs qu'on veut lancer dans un fichier Docker Compose et on va lancer ce fichier Docker Compose qui va déployer automatiquement tous les conteneurs. Mais cette solution-là, c'est une solution qui est principalement plébiscitée par les développeurs. En production, c'est difficile à industrialiser. Donc nous, on a plus l'habitude de Ansible. Mais Ansible, par chance, et la communauté derrière, il y a énormément de modules qui sont disponibles et maintenus, qui permettent en fait d'effectuer exactement la même chose que Docker Compose. Et même aujourd'hui, on peut lancer des fichiers Docker Compose à partir d'Ansible. C'est pour dire l'utilité de l'outil. On a également des enjeux de supervision, donc en tant qu'hébergeur, forcément, pour nos clients, assurer la supervision en 24/7. Il y a des outils tiers comme New Relic ou Datadog qui fournissent des plugins très bons pour Docker, qui fournissent notamment des très bons graphes et des bons retours sur l'utilisation des ressources.
Et après, on a les architectures traditionnelles de supervision, donc Centréon, où on a développé des checks spécifiques qui sont d'ailleurs sur notre GitHub et qui permettent justement de monitorer avec les infrastructures legacy de supervision les nouvelles technologies Docker. Donc je vais laisser Sylvain continuer sur les notions de sécurité qui tournent autour de Docker. Donc un autre enjeu dans les environnements Docker, c'est la sécurité. Docker est assez nouveau et souvent la sécurité arrive après tout le reste. Donc ce que je vous propose, c'est d'étudier ensemble comment assurer la disponibilité des conteneurs. Bon, ça, du coup, Valentin en a déjà parlé, donc pas besoin d'y revenir. Comment assurer l'intégrité des images, puisque finalement, là, on est dans un nouveau fonctionnement où finalement, les développeurs vont faire leurs images, vont les donner à l'hébergeur, mais comment s'assurer que les images fournies par le développeur sont intègres, peuvent être mises en production. C'est ce qu'on va essayer de voir. Comment assurer la confidentialité des images. Et enfin, on va essayer de se poser la question de comment intégrer Docker dans un environnement certifié. Donc finalement, l'écosystème Docker répond globalement à ses besoins de sécurité. Pour la partie confidentialité, la CLI, notamment, va pouvoir gérer les échanges de manière sécurisée. Pour la disponibilité, on l'a vu avant, le démon Docker et notamment les fonctions de clustering vont nous aider pour cette partie-là. Et du coup, le Docker Registry et les fonctionnalités de Docker Registry vont nous aider pour l'intégrité. Donc, l'enjeu de l'intégrité, c'est du coup de savoir que l'image que va nous envoyer le développeur est intègre, peut être mis en production. Donc tout à l'heure, on a parlé du système de couches. Donc une image Docker, c'est un ensemble de couches successives. Donc là, si on revient à l'application tout à l'heure, hein, c'est une application qui se base sur les couches de Ubuntu. Et ensuite, on est venu intégrer du Python et le framework Flask. Il existe des outils, donc là je vous présente un outil qui s'appelle Clair, qui est fait par CoreOS, qui va en fait venir permettre d'analyser les couches, les différentes couches des images, les différentes couches du conteneur, pardon, enfin non, des images, pour voir en fait si une image donnée est vulnérable, enfin voir surtout si une des couches des images est vulnérable. Donc grâce à ce genre de système, on va avoir le même niveau de sécurité qu'on pourrait avoir sur un OS classique où on va pouvoir faire des scans de vulnérabilité. Cet outil va nous permettre de venir scanner l'image Docker. Ensuite, un autre enjeu, c'est la confidentialité. Là aussi, Docker a des solutions. Pour la partie échange entre les conteneurs, donc les conteneurs bien sûr doivent discuter entre eux sur le cluster. Donc il faut savoir que le réseau overlay est chiffré par défaut depuis la dernière version de Docker. Donc du coup, toutes les communications inter-conteneurs sont chiffrées. Ensuite, il y a la partie administration, c'est-à-dire la manière dont on se connecte à notre démon Docker, donc via la Docker CLI ou l'API REST. Là encore, la sécurité est prévue via une authentification par certificat. Ensuite, un autre point important, c'est l'authentification et la traçabilité. Donc là, on quitte un petit peu le monde du développement, on est dans un monde de production, on a besoin de savoir qui fait quoi. Pour ça, on va surtout utiliser, on a parlé tout à l'heure de registry, on va forcément du coup utiliser un registry privé. Le registry privé va nous permettre du coup d'apporter des couches d'authentification. Donc là, l'outil qui est présenté ici, c'est Portus. C'est un outil open source pour lequel on a contribué, notamment pour ajouter l'authentification Active Directory, qui va permettre d'authentifier les utilisateurs de notre entreprise et de savoir qui pousse des images, qui pull des images, et avoir une vraie traçabilité de ce qui se passe. Il est possible également d'intégrer ce registry privé avec l'outil qu'on a vu précédemment qui s'appelle Clair. Donc on va pouvoir en fait coupler ce registry pour en fait que ce registry communique avec Clair pour que dès qu'une personne et qu'on soit prévenu si une image qui a été pushée sur le repository privé, sur le registry privé pardon, est vulnérable ou non. Ensuite, très rapidement, je voudrais vous parler un petit peu de certification.
Donc Claranet, on est certifié PCI-DSS. Donc pour rappel, PCI-DSS, c'est une certification qui vise à avoir le droit d'héberger des données bancaires. Ces certifications sont pas très souples. Et notamment, cette certification oblige à avoir une fonction par serveur. Donc c'est-à-dire qu'un serveur web doit faire uniquement du serveur web, un serveur de base de données doit faire uniquement de la base de données. Là, après, avec tout ce qu'on a vu auparavant, il faut bien se rendre compte que du coup, les cartes sont redistribuées. On est dans un mode cluster, les conteneurs peuvent bouger. Il est impossible de savoir qu'un conteneur ne va pas bouger sur un autre hôte. Et ça, pour l'instant, ces certifications ne sont pas encore prêtes pour le monde de Docker. Ils ont déjà eu du mal à l'époque à passer le cap de la virtualisation. Et là, c'est un petit peu tôt encore. Pour l'instant, il n'est pas vraiment possible de pouvoir faire certifier des conteneurs Docker pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas certifier qu'on a une fonction par serveur. Donc là, on voit du coup que c'est encore quelque chose qui est assez nouveau et sur lequel il y a encore du progrès à faire. Avant de conclure donc cette présentation, on tenait à vous présenter quelques use cases de nos clients justement pour illustrer un peu notre présentation. Donc on a notamment des gros clients Big Data, dont un qu'on héberge intégralement sur Docker. Donc les technologies qui sont utilisées dans ce cluster sont un gros cluster Cassandra, un cluster Elasticsearch pour générer des vues, et on utilise en fait comme moteur de requêtage Spark avec il y a un tas d'interfaces métiers autour, accessibles aux utilisateurs, notamment via Jupyter, qui permet aux utilisateurs d'effectuer des requêtes via une interface web. Alors, en quelques mots, les objectifs de l'utilisation de Docker pour le Big Data, ça permet d'abord, avant tout, de rendre les développements plus aisés. Les environnements de développement et de production sont quasi identiques. Les conteneurs développés sur les postes des développeurs rentrent tels quels en production, quasiment. Et donc ça permet d'encapsuler les dépendances applicatives. Dans le monde du Big Data, on a beaucoup d'applicatifs en Java qui dépendent d'énormément de librairies système. Donc je vous laisse imaginer, quand on a beaucoup de modules à gérer sur un serveur traditionnel, c'est compliqué. Docker simplifie énormément cette problématique. Et enfin, on a un cloisonnement des ressources assez fin qui nous permet de limiter les ressources utilisées par tel ou tel conteneur. Donc, très utile dans un environnement Big Data où on doit justement gérer les ressources qui sont consommées à un instant T. L'avantage pour la production et donc pour Claranet, on simplifie la gestion des logs en se basant justement sur ce que l'API de Docker propose. On simplifie la supervision également sur le même principe en utilisant les API de Docker. Et enfin, ça facilite également dans notre métier au quotidien le scaling horizontal. Donc l'ajout de nœuds supplémentaires, de ressources supplémentaires, beaucoup plus aisé qu'avec une architecture traditionnelle. Très rapidement, voilà, l'architecture qui est quand même assez velue en termes de nombre de conteneurs. Donc on a 3 hôtes physiques relativement véloces. Et dessus, en fait, on va mettre en place tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant. Donc on a un accès hautement disponible qui assure avec Keep Alive. On a des DNS masks qui vont permettre de diffuser les noms de domaines qui sont diffusés par le consul, justement. Voilà, tout un tas de services. Et on a les services, donc on a Cassandra. On a un espace de stockage partagé qui permet de centraliser les configurations entre les conteneurs. Et donc cette architecture-là peut facilement évoluer par l'ajout d'un nouveau nœud qui possède exactement les mêmes caractéristiques et qui rentre immédiatement dans le cluster. Donc cette opération peut prendre à peu près 20 minutes. Voilà. On va passer à notre use case plutôt orienté web avec Sylvain. Très rapidement, un autre use case, c'est une application web classique. Donc finalement, une application web classique, c'est quoi? Souvent, c'est un load balancer pour pouvoir load balancer des frontaux web. Et souvent une base de données qui est en cluster avec un load balancer interne pour faire le load balancing interne. Donc dans le cadre de Docker, comment ça va se passer? On va avoir des conteneurs pour gérer la couche web, des conteneurs pour gérer la couche base de données. Comment faire en sorte que l'application tourne? Donc bien évidemment, on se tourne vers un load balancer, mais très vite une problématique. Notre load balancer, qui a l'habitude de load balancer la couche OS, LOT, comment le load balancer va savoir comment communiquer avec les conteneurs, sur quel IP, sur quel port.
On a vu auparavant que les conteneurs peuvent redémarrer sur d'autres nœuds. Pour l'autoscaling, on va en avoir plus. Comment faire en sorte que notre load balancer puisse être informé de tous ces changements qui ne sont pas habituels sur une infra classique. Donc c'est là que Consul va également nous servir. Donc en fait, on va toujours garder notre load balancer classique et on va se reposer ensuite sur chaque hôte Docker, sur HAProxy et Consul. Et notamment une fonctionnalité de Consul dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle Consul Template. Donc en fait, le principe est assez simple. Consul, qui a connaissance de tout ce qui se passe sur notre cluster Docker, il connaît les changements puisque les conteneurs vont s'enregistrer auprès de Consul. Consul va communiquer avec HAProxy via Consul Template pour informer HAProxy des changements et mettre à jour dynamiquement la configuration d'HAProxy en fonction des conteneurs qui sont créés sur le cluster. Donc vite fait, comment ça se présente? Donc là, c'est un extrait d'une configuration de Consul Template. Donc là, on retrouve notre application Hello World. Notre application Hello World, elle va communiquer avec Consul, elle va rapatrier toute la configuration concernant le service Hello World et en fait va boucler pour créer la configuration HAProxy. Donc ça finalement c'est un template d'une configuration HAProxy et donc Consul va générer cette configuration là et donc là en dessous vous pouvez voir la commande, quelque chose de très important. Forcément donc du coup Consul va mettre à jour la configuration d'HAProxy. Et on va dire également à Consul de redémarrer, du coup, enfin de reloader la conf d'HAProxy dès qu'il y a un changement sur le cluster. Donc du coup, si on regarde notre conf d'HAProxy, voilà, on a des conteneurs qui sont de nouveau créés. Et en fait, du coup, la conf HAProxy va être mise à jour dynamiquement avec les nœuds récupérés dans le service Consul. Donc ça va nous permettre du coup de pouvoir gérer la vie du cluster, les conteneurs web qui vont être créés sur le cluster. Pour finir, on voulait un petit peu vous faire un tour d'horizon, juste pour vous dire que la bataille est encore à venir. Là, on a parlé aujourd'hui de Swarm, mais on le voit avec nos clients, il y a énormément de technologies concurrentes qui émergent, notamment Kubernetes avec Google. Il y a Mesos également qui est très utilisé dans les environnements Big Data. Et donc ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut vraiment pas se fermer en ce moment, puisque finalement, on est assez peu sûr de qui va gagner cette bataille. Certes, Docker est en tête et le plus connu, mais il faudra parier que les autres puissent peut-être un jour prendre le dessus sur Docker. Donc il ne faut surtout pas se fermer à une techno et être toujours en veille des concurrents qui offrent des fonctionnalités souvent très intéressantes.